Bonjour, troisième cours de culture scientifique, partie 8.2, une histoire des mathématiques, l'hypothèse de Riemann, deuxième partie. Donc maintenant, on va revenir au travail de Bernard Riemann. Donc on voit en 1859, Bernard Riemann publie un article sur le nombre de nombres premiers inférieurs à une grandeur donnée, ce qu'on appelle la fonction de répartition que l'on a vu dans le premier cours. Alors maintenant, ce qui va être intéressant aussi, dans cet article sur la théorie des nombres, Bernard Riemann évoque pour la première fois les points d'annulation d'une certaine fonction. Alors si vous êtes un petit peu au courant des maths, mais même si vous ne l'êtes pas, vous souvenez-vous des quiz de vache dans le premier cours, eh bien f de x, cette fonction y égale f de x est sur l'abscisse et y égale f de x sur l'ordonnée, mais regardez, lorsque f de x égale 0, eh bien la courbe qui vous intéresse pourrait couper plusieurs fois cet axe. On voit qu'elle ça coupe en 2, en 4, en 6, en 8. C'est ce qu'on appelle des zéros. Ah, ça y est, dans le titre de l'hypothèse de Riemann, il y a le mot zéro. Donc, nombre premier, point d'annulation. Quel est le lien entre les nombres premiers et les points d'annulation d'une certaine fonction? Eh bien, Bernard Riemann vient de poser la première pierre à la question la plus importante de toutes les mathématiques encore aujourd'hui, toujours ouverte et mise à prix $1 million. Donc, qu'est-ce que l'hypothèse de Riemann? On l'avait lu, les zéros. On vient de comprendre ce que c'est que les zéros d'une fonction, mais ils sont non triviaux, ceux-là. De la fonction zeta, il va falloir savoir qu'est-ce que c'est que cette fonction zeta de Bernard Riemann, et ils ont pour partie réelle 1/2, ça veut dire 0,5, sur l'axe des réels, on comprend. Le début de l'histoire, combien vaut la somme infinie des inverses des carrés, ou combien vaut la fonction zeta de petit n? Ça y est, la fonction zeta de Bernard Riemann, c'est zeta de n, c'est la somme de 1 à l'infini de 1 sur n carré. Alors si vous n'êtes pas à l'aise avec toutes ces fonctions un peu particulières, regardez, je vais l'écrire. Donc on va mettre n égale 1, n égale à 2, n égale à 3, n égale à 4, et je vais faire la somme, d'accord? Mais cette somme de 1 plus 1 quart, donc ça fait 0,25, plus 1 neuvième, c'est tout petit ça, plus 1, c'est encore, mais ça fait combien? Est-ce que ça tend vers un nombre ou ça tend vers l'infini? C'est une question. Donc si j'ajoute 1, si j'ajoute 0,25, si j'ajoute 0,111, etc., je vois vers, ça augmente. Mais ça va vers quoi? Ben oui, Léonard Euler se pose la question. Eh bien, visiblement, c'est différent de l'infini. Léonard Euler va trouver une méthode assez compliquée, que je préfère ne pas détailler, et qui va nous permettre de trouver ce fameux nombre pi au carré sur 6. Alors là, vous pourriez me dire, ça fait 1,64 à peu près, mais pourquoi pi? Ben oui, pourquoi pas. C'est très étrange. Alors, évidemment, Léonard Euler, c'est un mathématicien curieux, il étend le calcul à d'autres puissances que la puissance de 2. Il fait la puissance de 4, la puissance de 6, et il trouve des nombres. Et vous avez vu, on avait 1,64 pour 2, on a 1,08 pour 4, on a 1,01 pour 6, tiens, ça diminue. Alors, maintenant, pour les autres puissances paires, Léonard Euler, c'est un mathématicien, il va élever le débat, il va faire de l'abstraction, il va trouver une solution générale, où Bn désigne le nème nombre de Bernoulli. Alors là aussi, c'est un petit peu plus compliqué, je ne rentre pas dans les détails. Toujours est-il qu'il va être capable de calculer pour les solutions avec les nombres, les nombres pairs. Voilà. Maintenant, les puissances impaires. Là, Euler, il bloque. 2n plus 1, si n égale 0, on a 1, n égale à 1, c'est à 3, etc. Maintenant, si je prends 1, qu'est-ce qu'il trouve Euler? Si je fais 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus k, il dit ça tend vers l'infini. Maintenant, si je mets 3, eh bien c'est un Français qui, bien plus tard, va nous donner une approximation 1,2. D'accord, souvenez-vous tout à l'heure, des valeurs, ça s'intercale bien. Ok, maintenant, Bernard Riemann, qui a défini la fonction zeta avec la variable petit s, eh bien, la fonction zeta et la fonction qui associe une valeur de petit s, la somme des inverses des entiers à la puissance s, d'accord? Eh bien, on connaît beaucoup de valeurs, d'accord, on l'avait vu déjà. Les valeurs exactes 2, 4, 6, 8, 10, 12, etc. On a vu les valeurs impaires, et Bernard Riemann, qui s'ennuie un petit peu, évidemment, il n'y a pas de téléphone portable, et donc il va calculer la fonction zeta pour des valeurs de s non entières. Il va prendre 1,5 par an. Il trouve qu'une approximation 2,6, mais ça s'intercale bien dans notre idée. Maintenant, il se dit, tiens, je vais calculer pour la valeur 0. S égale 0. Un nombre 2 puissance 0, là on sait que ça fait 1, 3 puissance 0, ça fait 1, etc. Donc ça veut dire, qu'est-ce qu'il ajoute? Il ajoute des 1. Là on sait, ça tend vers l'infini. Tiens, en 0, ça tend vers l'infini. C'est intéressant. Alors maintenant, il va s'en aller vers les nombres négatifs, il va mettre moins 1. Alors là aussi, on sait, 2 la puissance moins 1, c'est 1 sur 2, donc 2 va passer au numérateur. Donc ça fait faire 1 plus 2 plus 3 plus 4, ça fait l'infini. En fait, pour n'importe quelle valeur de s inférieure à 1, l'expression de zeta aboutira à un résultat infini. En conclusion, le calcul de cette fonction zeta ne semble intéressant que lorsqu'il est calculé
pour de nombres réels de S supérieurs à 1. On peut donc tracer la fonction zeta pour des nombres plus grands que 1. Pour S inférieur à 1, la fonction zeta vaut l'infini. Et donc on peut tracer ces points. On va mettre tous ces points et puis on va avoir une belle courbe. Cette belle courbe, on voit bien que pour 1, eh bien, ça tend vers l'infini, puis après, on a des valeurs. Très bien. Après avoir calculé la fonction zeta pour des nombres réels, Bernard Riemann, qui s'ennuie vraiment beaucoup, se propose de calculer la fonction zeta pour des nombres complexes. Alors là, bien sûr, il faut regarder le plan complexe. On n'a plus que l'axe des réels, non, on a maintenant l'axe des imaginaires, et il étend au plan. Pour l'instant, nous n'avons calculé que des valeurs entre 1 et l'infini, sinon ça diverge, c'est l'infini. Donc, prolongement de la définition à tout le plan complexe, c'est Riemann qui va le faire. On va prendre un exemple, par exemple 2 plus i, et on va calculer la fonction zeta. Donc, ce 2 plus i est là, il y va, 2 plus i, ça fait combien? Je pose mon calcul, donc en puissance à la place de s, je mets 2 plus i. Là, évidemment, il faut trouver une méthode. Donc, il va utiliser une formule abominable, donc je vous laisse tranquille avec ça. En tous les cas, le résultat, eh bien, il converge. Il tend vers 1,15 en partie réelle et moins 0,438 en partie imaginaire. Alors maintenant, pour tracer ce résultat, le problème, on est coincé sur un plan où il y a 2 axes, mais les axes sont déjà occupés par l'axe des réels et l'axe des imaginaires de S. Donc on va faire une couleur, il faudrait une 3e dimension, un 3e axe, et celui qui a fait ce dessin, il a décidé qu'il y aurait des couleurs qui vont associer la valeur à la valeur de quoi? Le problème, c'est qu'il faut trouver ce qu'on va faire avec un nombre complexe, c'est qu'on va prendre le module, qui est la racine de la partie réelle au carré, plus la partie imaginaire au carré. Ça fait un 23 en l'occurrence, là, pour 2 plus i. Donc on regarde sur son choix, rouge, c'est 0, bleu qui devient de plus en plus clair, c'est la valeur grandie. Et gris, donc la valeur de zeta est égale à 0. Oui, vous voyez, tout ce plan, il a fait des calculs, on voit les couleurs. En conclusion, la fonction zeta est donc définie différente de l'infini dans un domaine du plan complexe dans lequel la partie réelle de S complexe est supérieure à 1. Elle est non définie ailleurs. Alors, c'est donc pas très intéressant pour un mathématicien puisque du côté droit, on sait le calculer au-delà de 1. Pour un mathématicien, ce n'est pas très intéressant. Nous, on trouve ça intéressant qu'on sache le calculer. Oui, mais le mathématicien, il trouve bien plus intéressant l'endroit où c'est pas calculable, pas défini. Alors ça, c'est très intéressant. Donc, on va prendre maintenant l'exemple d'un autre point, l'exemple du plan complexe 1 plus i. La partie réelle vaut 1, la partie imaginaire vaut 1. Calcule la fonction zeta pour ce nombre, c'est ce point. Donc, il se lance dans le calcul, et qu'est-ce qu'il trouve? Ça converge pas. Donc, ça diverge. Et c'est pour ça que au point 1, on a une couleur c'est l'infini, un Z de 1. Voilà. D'accord. Là, on avait 1 et 1. Vous voyez où est le point, donc c'est bleu très très clair. Ça s'en va vers l'infini. Pour le domaine dans lequel la fonction zeta n'est pas définie, l'idée est de la prolonger dans ce domaine par une fonction définie, tout en gardant ses propriétés. Les mathématiciens savent faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils inventent ces fonctions zeta sur la gauche, là, 2 à la puissance s, pi s moins 1, sinus pi s sur 2, etc. Et de l'autre côté, on voit la fonction zeta définie pour des nombres au-delà de 1, et dans le plan complexe, avec la puissance s. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette fonction nouvelle-là, elle donne les mêmes valeurs que la fonction zeta pour des s supérieurs à 1, et maintenant, pour toutes les valeurs inférieures à 1, cette fonction donne un résultat. Qu'est-ce qu'elle donne comme résultat? On voit toute une zone rouge là au milieu, donc ça veut dire que c'est 0. Donc on voit que, il nous le met ici, les zeta pour s égale moins 2 puissance n, c'est égal à 0. Et pour zeta moins 1, zeta moins 2, zeta moins 4, zeta moins 7, zeta moins 9, il y a des valeurs mais très proches de 0. Voilà ce qu'on peut en conclure. Donc le prolongement de la fonction zeta peut être appliqué aux points pour lesquels la fonction zeta n'était pas définie. Par exemple pour s égale 0. Super. Donc dans les faits, le calcul est plus tordu puisqu'il faut passer par un calcul limitant 0, d'accord. Mais il y a un résultat qui est incroyable que l'on trouve sur Internet, et peut-être que les gens n'ont pas bien compris le problème puisqu'ils disent moins 1,5 est égal à l'infini. Non, le résultat est moins 1,5 dans le cas de la nouvelle fonction, mais il correspond effectivement avec la fonction zeta à la somme infinie de 1. Et voilà ce que vous trouvez sur Internet. Non, ce n'est pas les mêmes fonctions qui donnent ces deux résultats. Donc il faut se méfier quand même. D'accord. Donc, la fonction, pour s égale 1, le résultat par contre est toujours infini, même pour la fonction prolongée. La fonction zeta est donc définie sur presque tout le plan complexe. D'accord? Il n'y a qu'en 1. Et revoilà Léonard Euler. Il se trouve que Euler a découvert que la fonction zeta peut s'écrire aussi sous cette forme-là. Alors ça, c'est incroyable. L'imagination du mathématicien. Il écrit zeta de s sous la forme d'un produit.
de 1 sur 1 moins 2 à la puissance moins s, que multiplier 1 sur 1 moins 3 à la puissance moins s, que multiplier... Et qu'est-ce qui apparaît? 2, 3, 5, 7, c'est des nombres premiers. Incroyable. Un produit infini et il fait apparaître les nombres premiers. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Cette formule est un pont entre l'arithmétique et l'analyse complexe. Donc, tous les problèmes d'arithmétique peuvent être appréhendés en passant par l'analyse complexe. C'est incroyable. Donc, il faut donc comprendre cette fonction zeta. Maintenant, déterminer les solutions de zeta de s égale 0. Cela passe entre autres par les valeurs de s qui annulent la fonction zeta. C'est l'étude d'une fonction. Eh bien, on a montré que toutes les valeurs de s égales à moins 2, moins 4, moins 6 annulent la fonction zeta. Ces valeurs sont nommées les zéros triviaux. Mais maintenant, cette fonction zeta s'annule ailleurs. Les zéros non triviaux. Ah, il y a des zéros, donc on voit la partie réelle c'est 0,5, souvenez-vous du titre de l'hypothèse de Riemann. Par exemple, plus 14, eh bien ça annule la fonction. Puis il y en a d'autres, plus 21, plus 25, puis etc. On voit plein de points comme ça, mais ils ont tous la partie réelle 0,5. Regardez comme c'est beau, c'est figuré magnifique. Donc les zéros triviaux, la fonction zeta de x, les zéros non triviaux, leur partie réelle, les valeurs qui tendent vers l'infini, pour 1 ça tend vers l'infini. C'est quand même très très beau cette figure, je trouve. On peut la représenter comme ça aussi. Donc, la démonstration de l'hypothèse de Riemann est donc de démontrer que tous les zéros non triviaux de la fonction zeta possèdent une n partie réelle égale à 1,5. Voilà, maintenant on a mieux compris ce que ça voulait dire ce titre, où on a compris les zéros non triviaux, la fonction zeta, on peut partie réelle, on a tout compris. L'hypothèse de Riemann est un des problèmes les plus difficiles des mathématiques aujourd'hui, c'est toujours pas résolu. Eh bien, je vous remercie. Au revoir.